On a parlé dans les épisodes précédents des circuits courts, cette économie de la proximité dans laquelle on limite au maximum les intermédiaires pour réduire l'impact sur le prix des produits, mais aussi sur l'environnement. On a aussi parlé d'agriculture, proche du consommateur et respectueuse de la planète. On voit que le développement durable concerne l'humain, l'environnement, l'agriculture, mais et l'économie dans tout ça ? Emmanuel Delannoy travaille sur ce qu'il appelle la permaéconomie, dans laquelle il fait de nombreux ponts entre la permaculture et l'économie. Pour le rencontrer, il m'a fallu affronter vents et marées et accoster sur l'île de Porquerolles. En face de Hyères, cette île est aussi un parc naturel, un bijou de biodiversité. Une fois sorti du petit port, on se perd très vite dans une nature dense et sauvage. L'économie est très consommatrice de ressources, elle est consommatrice d'espace, mais elle est aussi consommatrice d'humains, de liens sociaux. Et on a l'impression que c'est une économie qui crée de la valeur monétaire, mais qui en même temps détruit de la valeur non monétaire, détruit du lien social, détruit des services écologiques, détruit des habitats et des écosystèmes. Et donc ce constat-là, il est cruel parce qu'en fait, quand on creuse vraiment les fondamentaux, on se rend compte que le socle de la création de richesse, qui est en gros le système vivant, qui préexistait avant l'homme et que l'homme a mis en valeur en l'exploitant, mais en le mettant en valeur, on l'a aussi détruit. Et donc le vrai constat, c'est de dire aujourd'hui comment on peut faire et est-ce qu'on peut imaginer des modes de mise en valeur du vivant qui ne soient pas destructeurs du vivant. L'agriculture, c'est un système de production. La permaculture, c'est la conception de ce système de production de manière à le rendre compatible avec la sphère du vivant non humain, en l'occurrence la biodiversité. Et on doit pouvoir transposer ces principes-là, et donc c'est ce que j'ai cherché à faire avec la permaéconomie, de me dire que finalement on peut avoir aujourd'hui des principes qui sont transposables à l'économie dans son ensemble, qu'on soit dans les services, qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans l'aménagement urbain, qu'on soit dans l'aménagement du territoire, et ces principes-là, ils sont valides à n'importe quelle échelle. Et c'est ça qui est intéressant, quand je dis n'importe quelle échelle, ça peut marcher comme la permaculture d'ailleurs, du petit bout de jardin ou du petit projet qu'on va mener, jusqu'à l'organisation d'un territoire, des flux sur un territoire par exemple, ou jusqu'à l'organisation d'une chaîne de valeur entre acteurs économiques. Et donc ça met en place des mécanismes de coopération, d'interaction entre acteurs. Ce sont les relations qui commencent à créer du sens. En économie, c'est pas A ou B, c'est les relations entre A et B qui font qu'à un moment donné, il y a une relation commerciale, il y a une transaction, il y a une création de valeur. Dans les écosystèmes, c'est pareil, finalement, c'est la relation entre les êtres vivants qui donne à l'écosystème sa dynamique, sa productivité, sa résilience. Ça va être pareil en économie. En fait, la permaéconomie, c'est une manière d'assembler des tas de choses qui existent déjà, comme par exemple l'économie circulaire et l'ensemble de ses composantes. C'est une manière d'utiliser et de valoriser les principes du vivant, les principes du biomimétisme, à la manière dont on peut concevoir des produits, des services, des systèmes de production qui soient compatibles aussi avec le vivant. Mais nous, à notre échelle, si on veut essayer de faire bouger les choses dans le bon sens, de ramener de la biodiversité dans l'économie, comme dit Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre argent ? On voit émerger effectivement sur le marché et sur l'ensemble des territoires des nouveaux modèles d'investissement qui sont plus coopératifs, qui sont plus ancrés dans une certaine citoyenneté et une volonté de s'impliquer dans le développement du territoire. Je pense à des coopératives d'investissement comme les Cigales par exemple. Je pense à tous ces systèmes de financement participatif, de crowdfunding aussi qui sont assez intéressants. Où on est vraiment sur j'aime un projet, il me plaît, je pense qu'il a du sens, je vais mettre un peu d'argent là-dedans. Le financement participatif, Patrick Lecamus en connaît un rayon sur le sujet. Avec l'association Pop Finance, il participe à l'organisation de la 3e édition des rencontres euroméditerranéennes du crowdfunding qui auront lieu le 4 novembre prochain. C'est un événement qui apporte une réflexion poussée sur le financement participatif et permet à ces différents acteurs de se rencontrer, d'échanger
L'idée de départ du crowdfunding, c'est de donner le pouvoir à l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui adhèrent avec des petites sommes à un projet. Ça permet de faire émerger les projets, de les financer avec un public qui, lui, dit « Ah, ça c'est intéressant ». Alors que quelqu'un qui étudie uniquement sur des business plans, sur du papier, sur des idées vagues d'un marché, va étudier par rapport à ce qui est déjà connu. C'est redonner du pouvoir aux citoyens. C'est leur dire, au lieu de mettre ton argent à la banque, et c'est la banque qui va choisir où cet argent est placé en fonction du taux d'intérêt qu'elle t'a promis de te verser, c'est une manière de choisir soi-même les projets dans lesquels on investit. Il y a une capacité à faire émerger des projets qui, sans cela, n'arriveraient pas à voir le jour. Voilà. En ça va créer de la diversité de projets. Quand on observe un écosystème naturel, en particulier les plus riches, les plus productifs, les plus résilients d'entre eux, sont des écosystèmes qui abritent une grande biodiversité. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des champs d'arbres qui vont tous de la même espèce, on va avoir une grande diversité florale, une grande diversité végétale, et donc du coup des habitats pour des tas d'espèces d'invertébrés ou de vertébrés dans cet écosystème qui va être très complexe finalement, et beaucoup de liens. Plus on a de diversité, plus on a de possibilités d'interaction. Et en économie, ça va être pareil, plus on aura de diversité entre acteurs économiques sur un territoire, ou même de diversité en termes de personnes dans une entreprise donnée, en termes de cursus, de formation, d'expérience qu'on va avoir, en termes de regard, de culture aussi, et de genre, d'âge, plus on aura de possibilités d'interaction et d'enrichissement réciproque. Et c'est ce qui va donner au tissu économique toute sa richesse. Si vous êtes sur une logique de clonage, quelque part, à un moment donné, vous rentrez forcément dans une logique de compétition. Si tout le monde a besoin des mêmes ressources, et si tout le monde a le même projet en tête quelque part, c'est forcément la compétition, et c'est le plus fort qui gagne. Si on est dans une logique où on se dit, finalement, on a besoin de ressources un peu différentes, ou pas au même moment, ou pas de la même manière, ou si tes déchets c'est une ressource pour moi, et que moi mes déchets c'est une ressource pour un autre, etc., on va rentrer dans des logiques de coopération, et ce sera beaucoup plus efficient comme système, beaucoup plus économe en ressources. En se renseignant un peu, on peut voir qu'effectivement le financement participatif a déjà permis de mettre sur pied des projets très divers. Des projets de très grande envergure, comme le film Demain, mais aussi de plus petits projets, comme Localise, une plateforme internet d'achat de produits frais locaux et de saison. Ou encore le film sur le groupe Massilia Sound System, qui a, en partie, été financé par la foule. Le principe de base d'un financement bancaire, c'est qu'on ne prête pas sur un projet, on prête sur des garanties. Donc là, le banquier veut limiter les risques et se garantir sur le remboursement. Donc il a organisé son métier là-dessus. Il a organisé non pas sur l'intérêt des projets, un petit peu, mais à 20%, mais 80% c'est quelle garantie vous nous apportez. Et le crowdfunding, par rapport au système banquier, est un système qui va mobiliser des gens sur l'intérêt du projet et uniquement cela. Il y a 1 an, j'ai rencontré Michel Rocard et son constat sur l'économie et la finance était également assez frappant. La planète va mal maintenant, l'économie va mal parce que la finance oublie ses propres limites. Le monde de la finance cherche des équilibres sans s'occuper de savoir si le besoin d'investissement est respecté. Or, il ne l'est plus. Toute la liquidité maintenant, qui est imprimée par les banques privées d'ailleurs, produite par des banques privées, et pour l'essentiel orienté vers des activités spéculatives et de moins en moins vers l'investissement. Les banques financent de moins en moins l'investissement. Et du coup, la part du financement de l'investissement n'est plus suffisante pour faire tourner l'économie. C'est la raison majeure de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais peut-on rêver aussi à des banquiers qui s'intéressent un peu plus aux projets qu'on leur présente ? De ce point de vue-là, Mathieu est un banquier pas comme les autres. Il travaille à la Nef, une coopérative financière qui fonctionne quasiment comme une banque. Nous, on se différencie par le circuit de l'argent, c'est-à-dire qu'on va garantir dans l'utilisation de l'argent que les prêts que l'on va faire sont 100% orientés sur des entreprises qui respectent des critères donc sociaux, environnementaux. On est le seul établissement en France à mettre ce filtre à l'entrée en relation
quand on finance un projet. C'est-à-dire qu'il y a la transparence aussi de l'utilisation de l'argent. L'argent doit relier les hommes. C'était un peu les fondements de la nef. Pourquoi ? Parce que nous, quand on met en lien un épargnant et un porteur de projet, on les fait se rencontrer. On a ce qu'on appelle aussi des groupes locaux. Donc des groupes locaux d'épargnants, donc nous on appelle ça aussi des sociétaires, puisqu'on est une coopérative, donc les gens peuvent devenir sociétaires de la coopérative, et on les met en lien avec les porteurs de projets. Les sociétaires, donc qui sont épargnants, peuvent aller visiter les projets qu'ils ont eux-mêmes financés grâce à leur épargne. Donc ça relie aussi les gens. Je suis allé voir de plus près un des projets qui a pu être financé grâce à la nef. Il s'agit de l'ouverture d'une boulangerie Pain et Partage, un réseau de boulangeries solidaires. Celle-ci va ouvrir ses portes dans les quartiers nord de Marseille. Notre mission, au-delà de faire du pain, est bien d'accueillir des personnes qui, quand elles arrivent à Pain et Partage, au vu d'une fonction de salariat, sont dans le cadre d'un parcours d'insertion. Donc en amont, malheureusement, elles sont au chômage et rencontrent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Donc je dirais que c'est notre premier socle de valeur et de solidarité. Mais notre solidarité, elle est beaucoup plus large. En tout cas, on souhaite qu'elle ait un impact plus global sur le territoire. En amont, sur une partie structuration de filière, avec du lien avec le meunier, les agriculteurs, dans une logique de partage de richesses et de développement, de création de valeur ajoutée sur le territoire. Et puis en aval, dans une logique de démocratisation du bio, faire en sorte que tout le monde ait accès à un pain de qualité et qu'on soit salarié de la Banque de France ou hébergé à l'Armée du Salut, qu'on ait le même pain. Alors ça, c'est un vrai challenge dans notre projet qu'on traduit dans notre modèle économique, aussi avec une logique de péréquation des prix dans notre relation client. Donc ça, c'est important. Et puis, on a créé parallèlement à Pain et Partage, dans cet écosystème, un fonds de dotation qui va nous permettre d'aller capter des financements privés. Et ces financements vont nous permettre de remplir, entre autres, cette mission d'intérêt général d'accès à une alimentation saine et durable. Eau, farine, sel, levure, tout simplement. Voilà. Et pas d'additifs surtout dans la farine. Yann sera le chef de production de cette nouvelle boulangerie. Boulanger professionnel depuis plus de 20 ans, il est là pour assurer une production de qualité et former les employés en insertion qui ont parfois tout à apprendre. Pour la plupart, ils débarquent, ils sortent d'un parcours de vie complexe et difficile. Notre rôle va être de pouvoir être tout d'abord un sas, leur permettre dans un premier temps de poser leurs valises, de se reconstruire et progressivement de construire un projet professionnel et de tendre vers une situation, vers de l'emploi classique ou de la formation. Je faisais de l'intérim, quoi. Que l'intérim. 2 heures par jour, des fois 3 heures par jour, une semaine. Des fois, pendant un mois, j'encaisse que 60 €, quoi. Tu jettes les 60 €, tu as fait 4 heures, 5 heures, je sais pas. C'est tout. J'apprends tout, quoi. J'ai tout appris. Je faisais chauffeur pendant 1 an et demi. Et après, je suis venu directement là. Et grâce à ça, tu as eu, je sais pas, une stabilité financière? Ouais, je suis stable, pas de problème, il n'y a rien du tout. Et là, j'apprends beaucoup. Je fais la boulangerie en même temps. C'est un ouvrier polyvalent, comme on dit. Tu savais pas faire la boulangerie? Non. Et là, je fais tout, quoi. Je peux faire tout. C'est important pour nous, dans ce plan de financement que j'évoquais complexe, d'y associer des partenaires avec lesquels non seulement on a une relation économique, mais dans lequel on trouve de la porosité et de la synergie dans les valeurs. Donc dans le fonctionnement de la nef, on y a trouvé effectivement ce sens, au-delà de la relation bancaire classique, j'ai envie de dire, de pouvoir partager un socle de valeurs, à la fois au sein de Pain et Partage, à travers ce qu'on peut incarner, mais sachant aussi que la nef soutient d'autres projets avec le même socle de valeurs, que ce soit dans l'insertion par l'activité économique, dans l'environnement ou dans la culture. Je crois qu'aujourd'hui, l'innovation, elle se fait plus effectivement dans ces grands modèles classiques qui cherchent un nouveau souffle aujourd'hui. Ils vont le trouver, mais ils iront le chercher d'ailleurs là où je vais préconiser d'aller le chercher. C'est dans cette économie qui est ancrée dans les territoires, qui est ancrée dans les réalités aussi écologiques et sociales des territoires. Et donc c'est dans les tissus de PME, de TPE locales, c'est dans les petites start-up. Alors on n'est pas forcément dans les start-up biotechnologie comme on disait avant, c'est pas du tout spéculatif. Pour moi, un nouveau traiteur bio qui s'installe dans un quartier avec une dimension coopérative, c'est une
une start-up, une nouvelle entreprise qui fait de la mobilité responsable et qui mène des partenariats pour apporter à ses clients des solutions de mobilité responsables d'un point de vue écologique et qui apporte des vraies solutions à des problèmes sociaux dans un quartier par exemple, c'est une start-up aussi. Et là pour le coup c'est des projets dans lesquels ça vaut le coup d'investir en ce moment parce qu'il y a des niches qui s'ouvrent. Il semblerait que notre argent puisse aussi être utilisé de la bonne manière. Il suffirait donc bien de choisir à qui le confier. Moi qui ne connais pas grand-chose à l'économie, j'y vois un peu plus clair. Et les parallèles d'Emmanuel entre économie et nature m'ont bien aidé à comprendre un peu mieux ce monde obscur de chiffres, de transactions et d'interactions. Il y a sûrement un nombre incalculable d'autres moyens d'utiliser son épargne de façon à favoriser la transition. Mais je pense aussi qu'il y a encore beaucoup à explorer sur notre conception de l'argent et des échanges entre les hommes. Peut-être dans un prochain épisode ?